Quand j'étais petit, j'avais développé une phrase pour me présenter parce que j'avais remarqué que les personnes posaient toujours les mêmes questions. Et donc j'avais développé la petite phrase suivante: bonjour, je m'appelle André, je suis un garçon, j'ai 4 ans, je ne mange pas de bonbons et je ne vais pas à l'école. Soy Esther, madre y profesora. Es un placer hablar contigo sobre temas en los que tú y tu familia sois un referente mundial, como el juego libre y la escolarización fuera de la escuela. En algunas conferencias te he escuchado alguna presentación muy interesante de cuando eras pequeño, con tu infancia tan peculiar. ¿Podrías hablarnos un poco de los recuerdos que tienes de esa etapa? Alors pour moi, c'est une étape qui dure. Je n'ai pas appris à distinguer l'enfance, l'âge adulte. Ce qui fait que pour moi, ce n'est pas une étape, c'est ma vie. Et je me présente souvent comme un enfant de 47 ans, parce que je n'ai jamais quitté l'enfance. Alors parler de souvenirs d'enfance, ben, ça fait beaucoup. Hein. Ce dont je me souviens de mon enfance, c'est que on me faisait confiance et je pouvais jouer. C'est mes principaux souvenirs de mon enfance. Je pouvais jouer. Ou si je m'interrompais parce qu'il y avait des rythmes et des rituels qui étaient très forts, qui structuraient le quotidien, qui structuraient ma liberté. Les interruptions n'étaient jamais définitives. Je savais que si j'arrête de jouer ce soir pour aller dormir, parce que c'est l'heure du rituel du dodo, je savais que ce que j'interromps maintenant, je pourrais le continuer demain matin, sans transition, sans arrêt, sans que ce soit la fin de mon jeu. Et ça donne une grande confiance, un grand calme. Et c'est ce souvenir-là que j'ai de ces temps d'enfance. ¿Podrías contarnos cómo era tu aprendizaje fuera de la escuela? Alors, pour moi, aller ou ne pas aller à l'école, bon, ce sont des détails d'organisation. Bien évidemment, ça me concerne puisque je ne suis pas allé à l'école, puisque je n'envoie pas mes enfants à l'école. J'aurais pu aller à l'école si j'avais voulu, tout comme mes enfants peuvent y aller quand ils le veulent. Il ne s'agit pas là de développer une méthode. Et moi, mon travail, c'est tout sauf de critiquer une méthode et de faire l'apologie d'une autre méthode. Je parle absolument pas de méthode, je parle d'une attitude de confiance qui change tout, quelles que soient en fait les méthodes qu'on utilise. Mais alors, dans mon cas particulier, effectivement, c'est une question qu'on nous pose souvent quand on apprend ce détail biographique que, par exemple, je ne suis pas allé à l'école, on me dit comment tu as fait pour apprendre toujours 3 choses: lire, écrire, compter. On m'a encore jamais demandé comment j'ai appris à chanter, cuisiner et danser. Et pourtant, pour l'enfant, ces choses-là sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Et je ne suis pas spécial, je ne suis pas différent des autres. J'ai appris ce que j'ai appris, comme toi, comme tout le monde ici, comme chacun a appris sa langue maternelle. On n'a pas appris sa langue maternelle selon une pédagogie fixée. On n'a pas appris sa langue maternelle à un rythme imposé. On n'a pas appris sa langue maternelle à un moment fixé par la loi. On a tous appris notre langue maternelle à notre manière, selon une méthodologie, une didactique personnelle, à un rythme qui nous était propre, à un moment qui nous était particulier, mais nous n'avons pas appris seuls. Et c'est ça, ça ne veut pas dire apprendre seul. Dans le mot autodidacte, j'entends beaucoup de solitude. Or, on n'apprend rien seul. Seul, on n'apprend pas une langue maternelle. Seul, on n'apprend rien du tout. On apprend parce qu'il y a les autres. Les autres qui parlent avec nous, qui parlent entre eux. Et dans un monde où l'on parle, on apprend à parler. Dans un monde où l'on écrit, on apprend à écrire. Dans un monde où on lit, on ne peut pas ne pas apprendre à lire. Dans un monde où on compte, on ne peut pas ne pas apprendre à compter. Et c'est étrange parce que précisément les 3 choses qu'on nous demande toujours, lire, écrire, compter, sont les 3 choses que l'on ne peut pas ne pas apprendre. Simplement, on va les apprendre tous, à notre manière, à un moment que seul notre développement archi-personnel pourra définir. Donc ce sera différent chez chaque personne. Donc voilà comment j'ai appris. De la manière la plus naturelle qui soit, je ne m'en souviens même pas. Mais peut-être qu'il faut qu'on parle d'apprentissage. Parce qu'on nous parle toujours de l'apprentissage comme apprendre. On nous en parle comme d'une chose qu'il faut faire. Apprendre n'est pas une chose qu'on fait. Apprendre est une chose qui nous arrive. Et ça, c'est très différent. Et j'ai la chance de travailler avec des neurobiologistes qui nous montrent qu'on ne peut rien apprendre selon ce... Parce que de nos jours, on confond apprendre et apprendre par cœur, mémoriser. Mais mémoriser et apprendre, c'est pas la même chose. Apprendre, c'est quelque chose qui nous arrive. La neurobiologie nous montre que nous ne pouvons retenir une information que lorsque nos centres émotionnels sont activés.
Si nos centres émotionnels ne sont pas activés, si l'information ne nous touche pas, ne nous cause pas une émotion, l'information entre par une oreille et sort par l'autre. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a une société qui a oublié 80% de ce qu'elle a dû apprendre. C'est énorme. Oublier 80% de ce qu'on a dû apprendre, c'est énorme. Et les 20% qu'on n'a pas oubliés, c'est toujours les 20% qui nous ont touchés, qui ont provoqué une émotion. Quand on peut se consacrer à ce qui active nos centres émotionnels, apprendre n'est plus un effort, apprendre n'est plus un travail, et apprendre n'a plus rien à voir avec l'accumulation de savoir mémorisé, mais ça a à voir avec une chose très personnelle et très organique qu'on n'oublie plus jamais. A mi hijo que le apasionan las matemáticas, yo no recuerdo cómo él aprendió a restar. Simplemente un día me dijo, mamá, si yo... y hacía las cuentas de forma completamente natural. Est-ce que tu sais, est-ce que vous savez quelle est la phrase la plus dite au monde? La phrase la plus dite est la suivante: je suis nul en maths. Or, vous avez déjà écouté cette phrase précisément? Je suis nul. C'est un jugement sur soi-même, épouvantable, c'est un jugement terrible. Je suis nul en mathématiques ou en quoi que ce soit. Et c'est terrible cette phrase, parce que moi qui travaille avec des scientifiques, je peux le dire et eux le disent, cette phrase n'a aucun sens. Il n'y a rien de juste dans cette phrase. Il n'y a pas un mot qui soit correct. Du point de vue scientifique, quand on veut dire ce que l'on ressent quand on dit « je suis nul en maths », la vraie phrase serait très différente, complètement différente. C'est pas « je suis nul en maths », c'est « les mathématiques ne m'intéressent pas ». Et ça, c'est un grand soulagement. Parce que si les mathématiques m'intéressaient, je serais bon, je serais excellent en mathématiques. Mais ça, c'est un des grands problèmes de notre monde. C'est qu'au lieu de nous demander ce qui nous intéresse, donc ce qui nous rend géniaux, on nous demande toujours de nous confronter à ce qui ne nous intéresse pas, sous le prétexte qu'il faut travailler et faire des efforts dans les matières où on n'est pas bon. Mais si on n'est pas bon, c'est que ça ne nous intéresse pas. Et si ça ne nous intéresse pas, nous ne pouvons rien apprendre. La seule chose que nous pouvons apprendre, la seule chose que nous pouvons mémoriser, c'est que nous sommes mauvais. C'est que nous sommes nuls. Et c'est mauvais ça. C'est mauvais pour l'image de l'humain, c'est mauvais pour l'image du monde, et c'est mauvais pour l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, le fait d'apprendre, devient une mauvaise expérience. Et cette mauvaise expérience nous amène à penser de nous que nous sommes nuls. Je suis nul en maths. Et c'est terrible. C'est terrible, c'est simplement parce qu'on se trompe de question. Au lieu de nous demander ce qui nous rend génial, on demande ce qui nous rend nuls. Sí, esto me afecta especialmente. Soy profesora de matemáticas y antes de ayer me decía una alumna, no, profe, es que soy nula en matemáticas. Y yo le decía, no, no digas que eres nula, no es cierto que eres nula. Pero sí, lo repiten constantemente. Es cierto, o sea, me creo que esa es la frase. Sí. Ah, mais tu l'entendras partout. Dès qu'on se met à être attentif, tout le monde l'a dit tout le temps. Tout le monde l'a dit. Et c'est dommage pour les mathématiques. Et c'est dommage parce que ça ne veut pas dire que tu es nul en maths, ça veut dire que ça ne t'intéresse pas aujourd'hui, mais si ça se trouve, ça t'intéressera demain. Simplement, si tu as une relation traumatique aux mathématiques, si pour toi est inscrit quelque part que les mathématiques sont une chose dans laquelle tu es mauvaise et qui te fait souffrir, je ne sais pas si on peut sauver ta rencontre avec les mathématiques. Et c'est dommage pour les mathématiques. ¿Podrías profundizar un poco más en todo este tema del aprendizaje natural y cómo influye en el desarrollo del cerebro del niño? Mais est-ce qu'il existe un apprentissage non naturel? L'apprentissage, quand il s'agit d'apprendre et pas d'apprendre par cœur, est automatiquement naturel. Moi, le premier effet que je vois sur le développement d'un enfant, il est double ou triple. Le premier, c'est déjà qu'il ne va pas oublier. Il va connecter des choses. Il va connecter toutes sortes d'informations. À partir du moment où on s'intéresse à un sujet, de toute manière, on devient magnétique pour ce sujet. On l'a tous remarqué, ça. Quand on découvre un mot qu'on n'avait jamais entendu, tout d'un coup, tout le monde se met à l'employer autour de nous. Ça, c'est la conspiration de l'univers. C'est aussi comme l'accrétion d'une planète. D'un coup, toutes les informations arrivent, donc on accumule de plus en plus d'informations. Mais comme ce sont des informations qui activent nos centres émotionnels, ben forcément, on ne les oublie plus. On les garde pour toujours. Alors déjà, il y a cet aspect durable
de l'apprentissage. Quand il est, alors on peut l'appeler naturel, on peut l'appeler autogéré, mais moi je trouve que tout ça, encore une fois, c'est des mots étranges, puisque l'apprentissage ne peut être que naturel. C'est apprendre par cœur qui ne l'est pas, mais l'apprentissage, lui, est naturel. L'autre effet que je vois, c'est qu'on ne développe pas de relation traumatique avec le fait, avec l'acte d'apprendre, puisque apprendre est, à cause de ce malentendu, apprendre étant lié à apprendre par cœur des choses qui ne nous intéressent pas, on développe un traumatisme. C'est-à-dire que apprendre devient une chose désagréable. Il y a un moment dans la vie de nos enfants où apprendre devient une chose que l'on voudrait plutôt éviter. Et ça, c'est presque un crime. Le moment où nos enfants perdent leur désir, leur plaisir d'apprendre est un moment terrible dans leur vie. Or, si on apprend à son rythme, à sa manière, à son moment, en suivant ce qui nous intéresse, ce qui nous enthousiasme, il faudra qu'on parle de cela aussi, eh bien, on ne développe pas de relation traumatique à l'apprentissage. Donc, apprendre ne devient jamais une chose désagréable. Ça change pas seulement le développement de l'enfant, ça change le développement de toute une vie. De toute une vie parce que rester libre et joyeux face au désir d'apprendre, mais c'est une énorme liberté. ¿Podrías contarnos, en tu opinión, qué nos aporta la educación en casa que no aporte la educación en la escuela? Alors je suis désolé, je vais être décevant sur cette réponse-là, parce que c'est absolument pas dans... C'est une question qui ne m'intéresse pas, donc j'ai pas de réponse à cette question, parce que je ne compare pas les méthodes, parce que je ne crois pas aux méthodes. Pour moi, les méthodes sont des concepts d'adultes, donc des choses qui partent de l'adulte, et qui du coup oublient l'enfant. Et donc je compare pas les méthodes, et je ne pense pas qu'on puisse juger de la pertinence, parce que c'est différent pour chaque enfant. Parce que c'est différent pour chaque famille, parce que c'est différent pour chaque situation, et parce qu'il y a tant de manières de rencontrer le monde. Et pour moi, c'est pas une question de méthode, c'est pas une question de concept. On peut changer les méthodes, on peut changer les concepts, mais si on ne change pas d'attitude envers l'enfant, eh ben, ça sert à rien de changer de méthode. Tandis que si on change d'attitude, le changement de méthode est presque accessoire, presque à la marge. Et quand je parle de changement d'attitude, c'est un changement d'attitude vraiment radical, dans le sens de racine de radical. C'est que nous avons toute une société qui aborde l'enfance en pensant justement que l'enfant est zéro. Parce que c'est une vieille croyance. C'est une vieille croyance qui est née en même temps que le darwinisme, en même temps que le cartésianisme. C'est l'idée que l'enfant, c'est le point zéro du développement humain. Que l'enfant commence par zéro, et puis qu'on l'éduque, s'il se développe, s'il a de la chance, il va se développer jusqu'à progressivement un jour atteindre le stade ultime du développement humain, la version plus de l'humain, bien évidemment l'adulte. Le problème, c'est qu'en croyant ça, on se positionne face à l'enfant en pensant tu es un zéro et moi, je suis le point ultime. Et ça, c'est un rapport de pouvoir. Et ça, c'est un rapport de sujet vers objet. Or, les enfants voient le monde de sujet à sujet. Et ce positionnement maintenant a explosé parce qu'on a appris que c'est les sciences qui nous apprennent cela et c'est très intéressant que dans un monde où tout ce qui est scientifiquement prouvé est tellement plus important que le reste, c'est important que la preuve du contraire nous vienne par les sciences qui nous disent les enfants viennent au monde en tant que bombes de potentiel. Les enfants peuvent tout apprendre et tout devenir, ce que l'humain peut devenir et peut apprendre. C'est-à-dire que les programmes génétiques ne savent ni où ni quand nous allons venir au monde. Et comme ils ne le savent pas, eh bien, ils nous équipent de tous les potentiels possibles afin que, en tout cas, dans ce surplus, il y ait les potentiels dont nous avons besoin pour survivre dans notre environnement. Mais les potentiels, comme on n'en a besoin que de très peu, eh bien, les autres fondent, disparaissent. Et c'est comme ça que pendant les premières années de notre vie, nous perdons l'immense majorité de nos potentiels. Et à la fin de ce développement-là, quand on a vécu l'hémorragie des potentiels, vous savez ce qui reste? Un adulte. Et ça change tout. Quand on sait ça, quand on se rend compte que du point de vue des potentiels, du point de vue de la capacité à tout devenir et à tout apprendre, nos enfants sont des géants,
C'est une nouvelle manière d'aborder l'enfance. Et ça change tout. Et ça, c'est un changement de paradigme. Et ça, c'est un changement d'attitude. Et ça va nous conduire à changer notre manière de nous adresser à nos enfants. Nous les abordons toujours en leur disant « je t'aimerai plus » si tu correspondais plus à mes attentes. Par exemple, parce qu'on nous pose la question « alors est-ce qu'il dort toute la nuit ?» On pense que c'est important. Et du coup, on rencontre notre enfant en lui donnant à ressentir « je t'aimerai plus » si tu dormais plus. Et ça, c'est terrible parce que ça veut dire, tel que tu es, je ne t'aime pas autant que je t'aimerais si tu correspondais à mes attentes. Tel que tu es, c'est pas bon. Pour que tu sois bonne, il faut que tu correspondes à mes attentes. Et ça, c'est une blessure. Et ça, c'est l'ancienne attitude. Je t'aime, mais ce que l'enfant voudrait entendre, ce que chacun d'entre nous voudrait entendre, ce qui nous fait du bien, ce qui change tout pour nous. C'est pour ça que je ne parle pas de changement de méthode, mais de changement d'attitude. C'est quand, au lieu de nous dire « je t'aimerai plus si », quand on nous dit « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et ça, pour moi, c'est encore plus important qu'un changement de méthode. Je ne compare pas les méthodes et je ne pense même pas qu'il y en ait une qui soit meilleure qu'une autre. Et donc, je ne vais pas défendre une méthode et je ne vais pas pouvoir parler des avantages d'une méthode par rapport à une autre parce que je n'en connais pas, je n'en vois pas et je ne veux ni en voir ni en connaître. ¿Y cómo socializan tus hijos si no van a la escuela? Les enfants sont des machines sociales. Ils sont faits pour ça. Les enfants ils ont une disposition spontanée, c'est une notion très importante. En dehors de tous ces potentiels extraordinaires avec lesquels nous venons au monde avec une disposition native, spontanée, qui est celle d'aller dans le vaste monde à la rencontre des autres, de tous les autres et de toutes leurs différences. Les enfants ouvrent les yeux sur un monde fait de différences. Il n'y a que des différences de taille, des différences de genre, des différences de couleur de peau, des différences de religion, des différences d'âge, des différences d'habillement. Il n'y a que des différences et l'enfant ne voit que des différences. Et l'enfant possède une incroyable ouverture d'esprit. Il ne juge pas. Il ne connaît pas de ismes comme racisme, sexisme, spécisme, agisme. Agisme, c'est la discrimination par l'âge. L'enfant ne connaît rien de tout ça. L'enfant ne connaît aucune hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie pour l'enfant entre les matières. Tricoter et apprendre les mathématiques, c'est important de la même manière pour l'enfant. L'enfant ne considère pas le métier de l'astronaute comme plus important que le métier de l'éboueur ou du laveur de carreaux. Ça lui permet d'aller vers les autres en leur disant « je t'aime parce que tu fais ce que tu fais, parce que tu es ce que tu es ». Et les autres, ça les touche, ça change leur vie, ça leur donne envie de partager ça avec l'enfant. Et donc ça c'est du lien social. Et ça, c'est un lien sans comparaison. Moi, ce qui me ferait peur, ça n'existe pas, hein, mais moi, ce qui me ferait peur, c'est qu'on réunisse des enfants d'après des critères absurdes. Je sais pas moi, la taille des chaussures ou l'âge. Imagine qu'on réunisse des enfants d'après des critères d'âge. Tu te rends compte? On mettrait des gens pareils ensemble. Et là, c'est ce que la nature essaye toujours d'éviter, hein. Mais on mettrait des gens pareils ensemble et quand on est pareil, on est comparable. Et quand on est comparable, on se compare. Et quand on se compare, naît la compétition et la concurrence. C'est-à-dire la forme la pire de socialisation qui puisse exister. Heureusement que de telles situations n'existent pas, bien sûr. Parce que sinon, je me ferais du souci. Et donc, tant qu'on n'empêche pas un enfant d'aller dans le vaste monde, eh ben, il est citoyen du monde. Il n'y a pas à le socialiser. Il ne s'agit pas de socialiser un enfant, il s'agit de ne pas lui mettre des bâtons dans les roues, de ne pas l'empêcher dans sa prodigieuse faculté à faire du social. Et ça, c'est ce que fait l'enfant de manière naturelle. Et aussi parce que l'enfant n'a pas peur du nouveau, n'a pas peur de ce qui est étranger, de ce qu'il ne connaît pas encore. Plus tard, on a peur de ce qui est étranger. On a peur de ce que nous connaissons pas, ce que nous ne connaissons pas, parce que nous craignons toujours qu'il y ait un piège, qu'on nous pose une question à laquelle on ne connaît pas la réponse. Et ça, c'est automatique, c'est toujours le cas. Quand on nous pose une question comme ça qui ne nous intéresse pas, on ne va pas pouvoir répondre. Moi, j'ai des cas... récemment, j'ai vu mon fils, Antonin, mon fils aîné, il s'intéresse à une émission de télévision. Et il a dit à une dame, « Et vous savez, cette émission, elle a été diffusée entre 1993 et 2014. »
Et la dame qui cherche toujours, comme on fait, à poser une question à l'enfant pour qu'il ne puisse pas y répondre. Et ça fait combien d'années? Si on te pose 5 questions comme ça, tu ne peux même plus répondre quel est le nom de ton père. Donc le cortex frontal déconnecté. Donc il a dit 19. Et là, elle a dit, ah, il te reste encore beaucoup à apprendre. Et ça, c'est un jeu de pouvoir. Or, c'est juste que la question ne l'intéressait pas. Si la question l'avait intéressé, il y aurait répondu bien avant. Il y aurait répondu dans sa phrase. Il aurait dit, Madame, vous savez, cette émission, elle a été diffusée pendant 21 ans, entre 1993 et 2014. Quand on fait cette expérience trop souvent de la question piège, de la question, eh ben on a peur du nouveau, on a peur des nouvelles personnes. On a peur que les autres nous donnent cette sensation qu'on n'est pas bon, qu'on n'est pas la bonne personne. Et les enfants, eux, se sentent toujours la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Le pire qui pourrait arriver à un enfant, c'est qu'on le garde à la maison avec ses parents. Ça, ce serait le pire. C'est pour ça que moi, j'ai toujours beaucoup de problèmes avec le mot « éducation à domicile », parce que moi, je n'éduque pas, et je n'éduque pas à la maison, surtout pas. À la maison, on ne peut que partager le peu de savoir de ses parents. À la maison, ce qu'il y a de pire, on partage toutes les peurs de ses parents. Antonin adore grimper aux arbres. Moi, ça me fait peur. Je ne sais pas pourquoi. Si Antonin ne vivait qu'avec moi, il ne pourrait jamais grimper aux arbres. Mais par chance, il va dans le vaste monde, à la rencontre de toutes sortes de personnes, et il y a parmi elles des personnes qui n'ont pas peur quand il monte aux arbres. C'est ces personnes-là qu'il cherche. C'est pour ça que cette propension, ce désir à aller dans le vaste monde, quand on ne l'entrave pas, ben c'est lui qui permet cette socialisation grandeur nature. C'est étrange qu'on se soit fait du souci pour moi, alors que moi, je suis né au cœur du bain diferencié de la société et je ne l'ai jamais quitté. Entonces, ¿este tipo de educación tú lo ves viable para cualquier tipo de familia, independientemente de su nivel cultural, del dinero que tengan, del tiempo del que puedan disponer los padres para estar con los niños, o hay algún tipo de limitación? Je parlais d'attitude tout à l'heure et je crois que oui, cette attitude est possible pour tout le monde. Et ça, c'est la première chose que je tiens à dire. Il ne s'agit pas de rester à la maison et que les parents passent leur vie à la maison avec l'enfant, parce que ce serait une catastrophe pour les parents et ce serait une catastrophe pour les enfants. Mais j'ai bien parlé d'une nouvelle attitude. Et donc un changement d'attitude, c'est possible pour tout le monde. Après, le reste, c'est une question d'organisation matérielle. Et il ne faudrait pas croire que mes parents se sont réveillés un matin en se disant « Waouh, merveilleux, toutes les conditions idéales sont réunies. On a du temps, on a de l'argent, on sait tout. » On a des moyens financiers, intellectuels, on a du temps, on n'a rien à faire. Alors on va respecter les rythmes et les rituels de nos enfants. Non, c'était pas comme ça. Rien n'était possible par les circonstances. C'est pas les circonstances qui ont fait ça. C'est eux qui avaient une conviction forte. Une conviction simple, c'était pas contre l'école, ils sont pas contre l'école, ils n'avaient pas de problème avec l'école, c'était contre rien, c'était pour quelque chose. C'était justement pour les rythmes et les rituels de l'enfant. Par exemple, nous sommes la seule espèce qui réveille ses enfants. Il n'y a aucune autre espèce qui réveille ses enfants. Et pour mes parents, c'était pas possible. Pour eux, un enfant qui dort, c'est un enfant qui a besoin de dormir. Quand il n'a plus besoin de dormir, il se réveille. Et donc, pour eux, c'était impossible de réveiller leur enfant. Donc, il fallait qu'ils trouvent des solutions pour ne pas réveiller leur enfant. C'était ça leur motivation, c'était toujours pour quelque chose. Et donc ils ne se sont pas réveillés un matin en disant « Waouh, toutes les conditions idéales sont réunies, alors faisons-le ». Non, aucune condition n'était présente. Mais ils ont pris cette décision. Et quand ils ont pris cette décision, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, parce que pour eux, ce n'était pas envisageable de faire autrement, alors ils ont, jour après jour, euro par euro, ils ont inventé les conditions qui ont rendu cela possible. Et ça, tout le monde le peut. Parce que ce n'est pas une question de moyens, parce que ça ne coûte pas de temps, pas d'argent, pas d'énergie. C'est juste une question de changement d'attitude. Et quand on prend ce genre de décision, on devient incroyablement inventif. Et c'est fou toutes les solutions qu'on trouve. Parce que moi, je suis beaucoup en voyage. J'écris des livres, je fais beaucoup de conférences. Ma femme est comédienne, elle travaille beaucoup. Et pourtant, eh bien, il y a toujours une histoire qui se crée et qui rend les choses possibles. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas partir par les conditions. Si on attend que les conditions idéales soient réunies, on attendra toute notre vie. ¿Puedes ponernos un ejemplo de cómo es esto en el día a día? Mais c'est tous les jours différent. C'est tous les jours différent. Et pourtant, il y a des structures et il y a des rituels.
beaucoup. Par exemple, dans la vie de mes enfants, mais ça change. Pendant 5 ans, mon fils, Antonin, était fusée. Il se réveillait le matin en tant que fusée et il se couchait le soir en tant que fusée. Alors notre vie était très modelée par sa passion pour les fusées. Et puis il y a 6 mois, il s'est réveillé futur champion du monde de Formule 1. Ça a beaucoup changé ma vie, ça aussi. Et donc notre vie actuellement est différente. Mais l'enfant a créé un réseau social tout nouveau. Parce qu'il est arrivé dans cette école, dans ce circuit de karting, hein, à son âge, il a 9 ans, on fait du karting, et il est arrivé comme quelqu'un qui voulait en faire son métier, qui prenait la chose au sérieux, et qui disait à chacun là-bas, je vous aime parce que vous êtes comme vous êtes et vous faites ce que vous faites. Et ça change la vie des gens, parce que tout d'un coup, au lieu d'être des gens qui font un service, qui font un travail, tout d'un coup, ils deviennent des partenaires du devenir d'un enfant. Ils lui permettent de réaliser son rêve, ça les concerne, ça change leur vie. Et du coup, ça crée un quotidien étonnant. Parce que hier, le coach d'Antonin a dit on va aller acheter un casque professionnel pour Antonin. Et donc, on est allé là-bas. Et on est allé dans un atelier spécialisé où ils ont fait des mesures, où ils ont essayé un casque. Il y avait 3 personnes qui s'occupaient d'Antonin. Et Antonin, très très sérieux, tout ce monde-là, dans un vrai sérieux, dans un vrai partage. On est en train de faire quelque chose d'important. Tout ça, c'est un réseau social inattendu. Tu m'aurais dit que je ferais ça il y a 6 mois, du sport, mécanique, avec mon enfant, mais j'aurais ri, j'aurais jamais cru que c'est possible. Donc c'est difficile de décrire une journée typique, puisque ça change tout le temps. Mais ce que je peux te dire, c'est une chose dont on n'a peut-être pas parlé tout à l'heure. Je disais, nos centres émotionnels sont ce qui nous permettent d'apprendre. Si une information active nos centres émotionnels, nous retenons une information. Sinon, on ne peut pas la retenir. Ce qui explique donc qu'on oublie presque tout ce qu'on a dû apprendre. Il y a une activité, une seule, qui active nos centres émotionnels en permanence. Il y a une activité, dès que nous commençons cette activité, nos centres émotionnels s'activent. Tu sais laquelle? Le jeu. Jouer. Jouer, c'est ce qui active en permanence nos centres. Et quelle est la première chose que fait un enfant dès qu'on lui fait confiance, dès qu'on le laisse tranquille? Jouer. Et si on ne l'interrompait jamais, il jouerait toujours. Autrement dit, nos enfants viennent au monde ils viennent au monde dans leur élément. Quand tu vois un oiseau dans l'air, tu sais qu'il est dans son élément. Quand tu vois un poisson dans l'eau, tu sais qu'il est dans son élément. Quand tu vois un enfant qui joue, tu sais qu'il est dans son élément. Et l'élément de l'enfant, c'est ce qui active ses centres émotionnels. C'est ce qui lui permet de retenir toutes les informations pour toujours. Et on est né comme ça. On est venu au monde comme ça. Waouh! Donc, dans notre quotidien, on joue beaucoup. Et on prend le jeu très au sérieux. Et quand on rencontre un enfant qui joue, on sait qu'on rencontre un humain qui se consacre à l'activité la plus importante, ou du moins la plus sensée, à laquelle l'être humain puisse se consacrer. Alors voilà, le quotidien de mes enfants est fait de jeux, de rencontres, de réseaux sociaux, denses, vivants, tridimensionnels. De rythme et de rituel, et de beaucoup de confiance. Entonces, por lo que nos estás contando, con todo el tema de los deberes y las extraescolares, que los niños no tienen tiempo para jugar, nos estamos perdiendo cosas importantes. C'est toi qui le dis, moi je me permets jamais de juger les autres. Je sais en tout cas qu'à chaque fois qu'on empêche un enfant de jouer, à chaque fois que nous considérons... Non, parce que ça nous conduit à des choses absurdes. Pour un enfant ne peut pas séparer jouer et apprendre. Pour l'enfant, c'est inséparable. Il y a pas mal de choses comme ça que l'enfant ne peut pas séparer parce qu'il les considère comme une entité, une unité. Et effectivement, l'enfant, le jour où on lui dit qu'il faut qu'il arrête de jouer pour se mettre à apprendre, mais il ne comprend pas ce qu'on lui demande. C'est impossible, c'est comme si je te demandais de respirer sans prendre d'air. On trouve ça absurde. Le problème, c'est que les adultes trouvent ça absurde, mais l'enfant, lui, ne pense jamais que l'adulte a un problème. Il pense toujours que c'est lui qui a un problème, ce qui est une blessure supplémentaire. Tout ce qui interrompt le jeu de l'enfant est désagréable à l'enfant
Mais l'enfant n'a pas de problème à interrompre son jeu s'il sait qu'il peut le reprendre juste après. Moi, je n'avais pas de problème à aller dormir, donc à interrompre mon jeu, parce que je savais que demain matin, quand je me lèverais, je pourrais directement continuer à jouer. On ne m'emmènerait nulle part. Personne n'aurait rangé ma ferme en Lego. Donc je pouvais dormir en confiance, en sachant que l'activité interrompue, parce que c'était le rituel du dodo, et le rituel du dodo était à une certaine heure, c'était pas un problème d'interrompre. Par contre, si j'ai la crainte que l'interruption soit définitive, que ce soit la fin du jeu, alors je me mets à repousser l'heure d'aller dormir pour pouvoir jouer encore un peu. Donc, encore pire que d'interrompre le jeu d'un enfant, il y a l'idée que le jeu de l'enfant peut être interrompu, c'est-à-dire l'idée que le jeu de l'enfant n'est pas aussi important que d'apprendre. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que c'est à partir de ce moment-là que apprendre devient désagréable et que nos enfants perdent leur plaisir, leur désir d'apprendre. Tienes razón, me estaba acordando ahora cuando mi hijo descubrió que sus muñecos de Lego se podían mover con los motores y hacer robots, podía estar hasta las 4 de la mañana intentando programarlo sin ningún tipo de problemas. Para él era jugar, no era aprender. De hecho, quiso ir al colegio porque pensaba que no aprendía. Mais ça, c'est notre problème d'adulte, c'est un problème d'adulte. Mais on a plein de conditionnements comme ça. On a plein d'idées qui ne sont pas les nôtres, mais il s'avère que nous devenons comme on nous voit. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Nous nous voyons aujourd'hui encore comme nous avons été vus quand nous étions enfants. Nous posons sur nous-mêmes les yeux qui ont été posés sur nous quand on était enfant. Et ça, c'est terrible parce que c'est principalement des yeux critiques, c'est principalement nul en maths. Hein? Sí. Et c'est comme ça qu'on se promène avec toutes sortes d'idées qui ne nous font pas de bien. Alors qu'on pourrait se promener avec toutes sortes d'idées qui nous font du bien. Mais il y a plein de croyances comme ça. Tu sais, pendant des siècles, on a cru que l'intelligence était programmée par notre génétique. On pensait que notre cerveau est génétiquement programmé, que c'est nos gènes qui décident si nous venons au monde comme une personne bête ou une personne intelligente. Alors c'était avant la découverte de l'épigénétique. Depuis qu'on a découvert l'épigénétique, on sait que même la génétique n'est pas définitive. Que les choses que nous vivons, que les choses que nous mangeons, hein, que les relations dans lesquelles nous grandissons, tout cela modifie notre génétique. Mais donc on croyait que l'intelligence était génétiquement programmée. Et puis il n'y a pas si longtemps, il y a des chercheurs britanniques, c'est toujours des chercheurs britanniques qui découvrent les choses, je ne sais pas pourquoi, des chercheurs britanniques ont découvert que la zone du cerveau qui est responsable des mouvements du pouce, cette zone dans le cerveau des jeunes aujourd'hui est beaucoup plus grosse que la même zone du cerveau chez les jeunes d'il y a quelques décennies. Et oui, ça vient de l'usage intensif du SMS. Alors ça a été une révolution, parce que ça voulait dire que le cerveau n'est pas programmé génétiquement, mais qu'il se développe selon l'usage que nous en faisons. Alors moi j'ai la chance de travailler avec un neurobiologiste allemand, le professeur Gerald Hüther, qui est l'un des plus avancés dans le domaine de la neurobiologie. Et alors, il nous explique qu'à l'époque où on a découvert que, parce que ce sont ces travaux que je cite, qu'à l'époque où on a découvert que le cerveau pouvait se développer comme un muscle, alors le cerveau serait un organe comme les autres, qui peut changer, et qui peut se développer comme un muscle. On s'est dit, alors on va développer des programmes de musculation cérébrale pour avoir tous des gros cerveaux. Et donc on a développé des programmes qu'on appelait de stimulation précoce, avec du sudoku au petit déjeuner pour les enfants, 5 langues à l'école maternelle, du chinois dans le ventre de la maman par des haut-parleurs, toutes sortes de choses qui ont été faites, qui nous font sourire, mais qui ont été faites, et avec des résultats spectaculaires, puisque nul, aucun résultat, ça ne marchait pas. Et ceux qui avaient développé ces programmes étaient désespérés et ils disaient « Mais ça marche tellement bien pour les SMS, pourquoi ça ne marche pas pour l'apprentissage des mathématiques? Ça aurait été tellement pratique. » C'est parce qu'il manquait une toute petite découverte, qui est récente, 5-6 ans. On a découvert que notre cerveau se développe selon l'usage que nous en faisons, selon l'usage que nous en faisons quand nous l'utilisons avec enthousiasme.
Et voilà la notion, voilà la découverte du millénaire. Et c'est extraordinaire que la neurobiologie, la science, vienne nous apporter la preuve d'une chose que nous savons tous. On sait tous que l'enthousiasme nous rend géniaux. On sait tous que l'enthousiasme nous donne des ailes, nous rend capables de déplacer des montagnes. Mais maintenant, la neurobiologie nous montre ce qui se passe. Quand nous nous enthousiasmons, sont sécrétés au bout des longs filaments des cocktails de neurotransmetteurs neuroplastiques qui agissent sur le cerveau comme de l'engrais. L'enthousiasme, c'est l'engrais du cerveau. Or, il se trouve que nos enfants, parce qu'ils ne connaissent pas de hiérarchie entre les métiers et les matières, s'enthousiasment pour tout et vivent du matin au soir dans un bain d'engrais cérébral. C'est-à-dire qu'un enfant éprouve une tempête d'enthousiasme toutes les 2 à 3 minutes. C'est-à-dire que l'enfant, en permanence, arrose son cerveau avec de l'engrais cérébral. Waouh! Quand on sait ça, c'est absolument extraordinaire. Et c'est pour ça que pour moi, l'enthousiasme joue un rôle essentiel dans notre existence, parce que c'est ça qui nous rend géniaux. Et parce que toutes les histoires que nous aimons sont toujours des histoires de gens enthousiastes. Et attention, cet enthousiasme, il est en nous. On est né avec. On ne peut ni le créer, ni le détruire. Il est en nous comme un lac intérieur. Et c'est comme dans la méditation, il ne s'agit pas de créer de nouveaux états. Il s'agit de voir un état qui est en nous et de le libérer de tous les rideaux, de tous les nuages qu'il y avait devant. Et quand on a vu le lac intérieur, on ne peut plus faire comme si on ne l'avait pas vu. Et ça change tout. Ça change le monde, ça change la vie. Et j'ai très souvent envie de parler de ça. Escuchándote ahora mismo estaba recordando la primera vez que oí hablar sobre la teoría de formulación. Tu padre, Arno Stern, es un referente cultural en el siglo XX y a mí me impactó mucho su teoría. ¿Podrías contarnos algo sobre ella y cómo fue tu aprendizaje en su taller de pintura? Alors, c'est pas une théorie, hein. Mon papa, un peu comme Newton qui a inventé un instrument, le télescope, et qui a aussi découvert une science, il n'a pas inventé, et c'est pas une théorie, il n'a pas inventé la gravitation. Il l'a juste grâce à l'outil. Voilà, alors mon papa a inventé un outil, un peu par hasard, qui est ce qu'il appelle le clos-lieu, qui est l'atelier dont tu parles. C'est une histoire longue et simple. Il n'était pas un chercheur, il a trouvé. Et il n'avait pas de raison de chercher quelque chose, donc pas une théorie justement, parce qu'une théorie c'est une idée, c'est un concept qu'on essaye de prouver par la réalité. Lui, à la fin de la guerre, il a fait peindre et dessiner des enfants, il a vu que ça leur faisait plaisir, il a dit bon ben on va continuer. C'était tout son point de vue, c'était toute sa recherche. Et puis il s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des choses qui revenaient toujours. Alors il s'est dit, est-ce que c'est lié à notre culture? Et comme personne ne pouvait lui répondre, il est allé dans des pays très lointains, rencontrer des populations non scolarisées qui n'avaient jamais utilisé l'outil qui laisse des traces. Et il a découvert effectivement que ce n'étaient pas les mêmes images, mais qu'il y avait un certain nombre de signes, qu'il a appelé la formulation, effectivement, qui étaient communs à tout le monde. De nos jours, on parle de mémoire cellulaire, donc ça ne nous étonne pas du tout. À l'époque, c'était très nouveau comme découverte, parce qu'effectivement, il y a une origine organique. Donc il a inventé un lieu, le clos-lieu, et il a découvert une science, la formulation. Ça a eu un impact sur sa vie, c'est parce que lui s'est rendu compte qu'il n'était pas nécessaire de vouloir toujours mettre des choses dans les enfants, de faire entrer des choses dans les enfants. Que la question qu'on pouvait plutôt se poser, c'est qu'est-ce qui sort des enfants? Et c'est en cela qu'effectivement ça a eu un impact considérable sur ma vie, à moi, puisque c'est ainsi que lui et ma maman, ensemble, ont gagné cette conviction, cette confiance sans faille en l'enfance. Mais le clos-lieu, cet atelier, est un endroit particulier parce que lorsque l'on en franchit le seuil, tout ce qui fait les paradigmes de notre société disparaît. Les ismes, racisme, sexisme, agisme, disparaissent. C'est un lieu où enfin, on t'aime parce que tu es comme tu es. C'est un lieu où toute cette pression du monde, il faut que tu sois bonne à l'école, il faut que tu écoutes bien, parce que sinon tu n'auras pas de bonnes notes. Et si tu n'as pas de bonnes notes, tu ne pourras pas faire de bonnes études. Et si tu ne peux pas faire de bonnes études, tu n'auras pas de bons diplômes. Et si tu n'as pas de bons diplômes, tu ne pourras pas avoir de bon travail. Et si tu n'as pas de bon travail, tu n'auras pas d'argent. Et si tu n'as pas d'argent, tu ne pourras pas avoir de maison, pas de mari, pas d'enfant, pas de voiture. Cette pression incroyable.
Là, tout d'un coup, on peut... Et on passe ce seuil. Et là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à changer. Il n'y a pas à s'améliorer. Il n'y a pas à être un autre. Il n'y a pas à correspondre aux attentes d'un autre. Et là, il y a tout le monde dans sa diversité. Il n'y a que des différences. Il n'y a pas de comparaison. C'est pas un endroit où on va te juger sur ce que tu fais. Ta trace n'intéresse personne. Elle est prise au sérieux. Mais personne ne la regarde. Personne ne la juge. Personne n'y cherche de message. Et tout d'un coup, tu fais l'expérience d'une incroyable liberté au milieu de la liberté des autres. Une liberté qui est rendue possible grâce aux autres qui rendent cette liberté normale. Et ça, c'est les paradigmes d'un nouveau monde. Et c'est pour ça qu'effectivement, il est un des pionniers de cette nouvelle attitude que j'appelle l'écologie de l'enfance. Il est l'un des pionniers de cette manière de rencontrer l'enfance dans la confiance. D'ailleurs, je dis souvent, mon papa, pour moi, c'est un grand modèle. Mais j'ai pas envie d'être mon papa. Mais mon papa est tellement lui qu'il me donne envie d'être autant moi que lui et lui. Et c'est comme ça que les enfants regardent les personnes qui les inspirent. Et les personnes qui les inspirent, c'est nous. Et ça, c'est une invitation à ne jamais être trop prudent dans le choix de ce que nous vivons sous les yeux de nos enfants. Je disais tout à l'heure, nos enfants deviennent comme nous les voyons. J'ai une autre nouvelle de ce type. Les enfants deviennent comme ils nous voient. Et dans les deux cas, c'est soit une bonne, soit une très mauvaise nouvelle. Si tus hijos no tienen un título porque no han ido a la escuela, ¿cómo van a poder encontrar un trabajo en el que sean competentes? Le vieux mythe de la qualification, avec lequel on nous terrorise. Hein? Je l'ai illustré tout à l'heure, on connaît cette pression-là. C'est un mythe qui ne correspond à aucune réalité. Pour preuve, le fait que la plupart des gens exercent un métier pour lequel ils ne sont pas formés. Et surtout cette idée que le diplôme va nous garantir un travail, elle est complètement obsolète et complètement irréaliste. Il suffit de voir les statistiques. Hein. En Espagne, par exemple, les statistiques parlent toutes seules. Hein. Donc c'est un vieux mythe. La réalité prouve le contraire, mais on y croit encore. Et c'est le vieux mythe de la qualification, qui ne correspond à aucune réalité professionnelle. La réalité professionnelle, elle est toute autre. Dans la réalité professionnelle, on ne te demande pas une qualification, on te demande une compétence. C'est intéressant parce que je parlais tout à l'heure d'enthousiasme. Quand on s'enthousiasme pour quelque chose, l'univers semble conspirer. Tout d'un coup, on se met à réunir des informations. Chacun d'entre nous qui s'est enthousiasmé pour quelque chose se souvient de ça. Quand on se met à s'intéresser à quelque chose, on trouve des informations partout. Dans les livres, au cinéma, dans une pub, une publicité vue dans le métro, dans le bus, une conversation, là, des petits morceaux, des petits fragments d'informations. Et puis ça s'agglutine. Hein. Je disais tout à l'heure, c'est comme la naissance d'une planète. Il y a une accrétion des informations. Et comme il y a le noyau d'informations de base grossit, il y a encore plus d'informations. Et puis on connecte des informations. Alors ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et notre enthousiasme fait grandir notre connaissance. Et tout d'un coup, on est extrêmement compétent. Et la compétence, elle n'est que l'effet secondaire. Elle n'est rien d'autre que l'effet secondaire de notre enthousiasme, parce que ça s'est développé comme ça. Et cette compétence, elle a elle aussi un effet secondaire. C'est que quand on a cet enthousiasme et cette compétence, et ce savoir, et cette expérience, tout d'un coup, il y a une personne qui va avoir besoin de toi et de ta compétence, maintenant, ici. Elle ne va pas te demander des diplômes, elle va dire « aidez-moi ». Et c'est ainsi que, en plus c'est comme ça, hein, parce que quand tu as mal aux dents et qu'on te dit « va chez mon dentiste, c'est un bon dentiste », tu vas chez le dentiste parce qu'il est un bon dentiste, tu lui dis pas « ne me touchez pas avant de m'avoir montré votre diplôme ». C'est pas, hein, c'est pas comme ça. Donc on n'a pas besoin de ça, on a envie d'une compétence, pas d'un diplôme. Hein. Et donc, tout d'un coup, cette personne qui a besoin de toi et de ta compétence, elle va t'offrir un travail. Et tout d'un coup, ta réussite professionnelle va être l'effet secondaire de ta compétence. Et ta compétence
est l'effet secondaire de ton enthousiasme. Et tu sais quel est l'effet secondaire de ta réussite professionnelle? L'argent. L'argent qu'on nous met au début de tout. Hein? Ben, l'argent, il n'est que l'effet secondaire de l'effet secondaire de l'effet secondaire de l'enthousiasme. Et donc ma question, c'est plutôt, qu'est-ce qui nous enthousiasme? Enthousiasmons-nous. Et quand on se sera enthousiasmé, la compétence va suivre, et la réussite professionnelle, et même l'argent. Entonces, ¿tú irías en el avión que te vas ahora con un piloto que no tuviera el título? ¿O te dejarías operar por un cirujano que no tuviera el título? Mais est-ce que tu es sûr que le pilote de l'avion a un diplôme? Est-ce que tu lui as demandé? Est-ce que le chirurgien, tu lui as demandé s'il avait un diplôme ou pas? Sincèrement, hein, je suis quelqu'un qui vit dans l'enthousiasme et je suis entouré de personnes enthousiastes. Et je dois t'avouer qu'un chirurgien enthousiaste sans diplôme me rassure beaucoup plus qu'un chirurgien non enthousiaste diplômé. Et quand tu choisis l'exemple du pilote d'avion, c'est un mauvais exemple, parce que les pilotes d'avion sont tous des enthousiastes. Bueno, hemos hablado bastante sobre la infancia y la educación en casa, pero ¿cómo se vive de adolescente esa educación? Alors, je crois que la crise de puberté, elle est encore devant moi. Je ne l'ai pas encore faite. Et mon ami neurobiologiste dit, ça, c'est l'exception qui détruit la règle. Hein, parce qu'on nous dit que Oedipe, j'adore annoncer la société post-oedipienne. On nous dit que Oedipe, la puberté, l'adolescence, c'est un passage obligatoire, un rite, quelque chose d'attendu, n'est-ce pas? Une crise nécessaire, se séparer, prendre son indépendance. Le problème, c'est que moi, j'ai jamais eu à me battre pour obtenir une liberté que j'ai toujours eue. J'ai pas eu à me battre pour pouvoir porter des responsabilités, j'ai toujours porté des responsabilités. J'ai pas eu à attirer l'attention sur moi, j'ai toujours été l'objet d'attention. Et donc tout ce dont on dit qu'il faut se battre pour l'obtenir à l'adolescence, je l'avais depuis toujours, donc j'ai pas eu à me battre. C'est pour ça que peut-être que ça va encore m'arriver, j'ai 47 ans aujourd'hui, peut-être que ça va m'arriver dans quelques années, mais jusqu'ici, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je dis que je suis resté un enfant, c'est que j'ai jamais quitté cet état primitif, cette relation toute simple de confiance, d'enrichissement mutuel, mais voilà, aussi, il faut dire que mes parents n'attendaient pas ma crise d'adolescence. On attend beaucoup les crises comme ça. Et il y a quelque chose de très... Tiens, je vais employer une métaphore un peu forte, mais ces idées qu'il y a des crises et des périodes, c'est trop facile. Et c'est blessant pour les personnes en face de nous. Parce que quand un petit enfant proteste, on dit « Ah, c'est sa crise des 2 ans, hein, terrible 2 ». Hein, la crise des 2 ans, il fait un caprice, hein, il fait une crise de colère. Hein, quand un enfant de 2 ans, crise de colère, 2 ans, crise de colère. Quand un adolescent proteste, on dit « Ah, crise d'adolescence hein ». Eh bien, c'est aussi vexant que quand une femme proteste et que les hommes disent « Ah, elle a encore ses règles ». C'est très vexant. Et surtout, ça crée des clivages. Et puis ça nous permet de... on ne s'intéresse pas. Et donc non, l'adolescence n'est pas obligatoire. Non, la puberté, du point de vue émotionnel, du point de vue affectif, du point de vue des relations humaines, bien sûr qu'il y a des changements physiologiques, mais ils sont organiques et ils sont dans un continuum et ils sont très lents. Les ruptures sociales, familiales, etc., ça c'est un concept d'adulte. Et quand on l'attend, il arrive. Et quand on ne le prévoit pas, et quand l'enfant n'a pas à se battre pour obtenir son indépendance, sa liberté, être vu, porter des responsabilités, ben ça n'arrive pas. Donc, encore une fois, il s'agit d'un de ces mythes ancrés dans nos croyances, mais je ne suis pas sûr qu'ils nous fassent du bien, ces mythes. Et j'ai envie de dire, tout est beaucoup plus simple. J'ai toujours envie de dire, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. On nous dit toujours que c'est difficile d'être parent, d'être un bon père, une bonne mère, que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts.
Beaucoup de responsabilités. Attention si tu rates le bon moment. Attention de ne pas rater le bon moment pour telle ou telle chose. Parce que sinon, si tu rates le bon moment, l'avenir de tes enfants dépend des décisions que tu prends maintenant. Tout ça, c'est dur. Tout ça, quelle pression, quelle tension. On se dit, comme c'est difficile, quel Everest. C'est pas vrai, c'est pas difficile. Parce que nos enfants, ce qu'ils cherchent toujours, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Le port d'attache, l'endroit non géographique où on te dit de manière non verbale « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et quand tu as le port d'attache, tu vas dans le vaste monde à la rencontre des autres et de leurs différences. Autrement dit, quand on a donné à un enfant cette sensation, et ça c'est vraiment facile, c'est pas une méthode, il n'y a pas de formation, pas d'énergie, pas de temps, pas d'argent, pas de connaissances, pas de niveau intellectuel qui soit nécessaire. Quand on peut donner à son enfant cette sensation « je t'aime parce que tu es comme tu es », eh bien tu sais quoi? En tant que parent, quand on a fait ça, on peut prendre des vacances parce qu'on a déjà été un bon père ou une bonne mère. C'est tout facile. Et à chaque fois qu'on nous dit que c'est pas facile, que ça va être difficile, c'est très suspect. C'est pas normal. Quand on te dit ça va être un travail, ça va être difficile, prends la fuite. Prends la fuite, c'est des charlatans. Parce que dans tout le vivant, dans la physique, dans tous les systèmes du vivant, les seuls systèmes qui survivent, qui subsistent et qui arrivent à pérenniser et à développer leur fonctionnement, c'est les systèmes qui sont le plus économes possible en effort, qui consomment le moins possible d'énergie. Et bien c'est comme ça pour nous aussi. À chaque fois qu'on nous dit qu'il faut que ce soit difficile, ou qu'on nous dit « Ah, c'est trop facile », ben oui, c'est trop facile. C'est pour ça que c'est juste. C'est pour ça que c'est organique. C'est pour ça qu'on n'oublie plus. C'est pour ça que ça nous touche. C'est pour ça que ça nous rend géniaux. Oui, c'est trop facile de ne faire que ce qui nous enthousiasme. D'ailleurs, ça nous rend géniaux. Ne cherchons pas à faire entrer des choses dans nos enfants. Voyons ce qui sort d'eux. Et toujours par ces petites histoires, j'essaye de prononcer une invitation. Venez pendant le temps de ces histoires, venez de ce côté du miroir où règne la confiance. Et peut-être, parce que chaque fois que vous venez de ce côté du miroir, ça change tout pour l'enfance. Et peut-être que parmi vous, il y en aura qui auront envie de rester un peu plus longtemps de ce côté du miroir, un peu plus longtemps du côté de la confiance. Parce que quand on change d'attitude face à un enfant, on change d'attitude face à tous les enfants du monde, y compris l'enfant que l'on porte en soi. Et donc ça, c'est la réconciliation avec cet enfant qu'on a en nous et auquel on a dit tout le temps « tu n'es pas bien comme tu es ». Et ça change le monde. Et mon espoir, quand je raconte toutes ces histoires et toutes ces choses toutes simples, toutes organiques, toutes faciles, c'est que vous veniez de ce côté du miroir. Et peut-être que certains auront envie de rester quelques minutes de plus. Et chaque minute que l'on passe du côté de la confiance est une bénédiction pour l'enfance, est une bénédiction pour l'humanité. Il n'y aura pas de paix sur Terre tant que nous ne serons pas en paix avec l'enfance.